15 janvier 1945. La température sur le front de mer de Pipervika à Oslo est tombée sous les moins 10 degrés Celsius et un vent provenant de l'Oslofjord intérieur pousse le froid vers les moins 20. Des plaques de glace de mer se cognent contre les pilotis en bois du quai 1, avec la percussion sourde d'un port gelé qui se disloque. L'eau entre les plaques de glace est noire, visqueuse, de la consistance d'une huile restée au froid assez longtemps pour commencer à changer d'état. Dans cette eau, sous le quai, sous un monte-charge désaffecté que les Allemands n'ont jamais pris la peine d'inspecter, car il semble en panne et la cage semble soudée, 2 hommes en tenue de combat britannique et en cotte de pêcheur norvégien descendent une échelle de corde vers un canot pneumatique. Les barreaux de l'échelle ont déjà gelé au cours de la demi-heure qui a suivi leur installation. Chaque prise doit être dégagée de la glace avant de pouvoir supporter un poids. Les hommes transportent 11 mines magnétiques Limpet, chacune contenant environ 2 kg d'explosifs plastiques Nobel, 808 montés sur un cadre magnétique et équipés d'un détonateur à retardement de type crayon. Au-dessus d'eux, sur le quai, un sergent allemand entraîne une escouade à des mouvements d'ordre serrés qui génèrent assez de bruit pour couvrir les légers sons de la glace qui se brise, du caoutchouc qui se gonfle et des rames en bois que l'on ajuste dans leurs dames de nage. Le plus âgé des 2 hommes, 30 ans, compact, vigilant, avec l'économie de mouvement spécifique d'une personne ayant déjà survécu à plusieurs arrestations de la Gestapo et à une évasion par la fenêtre d'un hôpital avec les pieds brisés, se nomme Max Manus. Le plus jeune, 28 ans, un boxeur amateur d'Oslo, dont les mains sont plus stables que celles de la plupart des hommes malgré le froid, se nomme Roy Nielsen. Le navire qu'ils sont venus tuer est amarré au quai au-dessus d'eux. Un vapeur de charge réfrigéré de 9026 tonnes immatriculées au Norddeutscher Lloyd, construit à Hambourg en 1929, réquisitionné par la Kriegsmarine en septembre 1939 et qui charge en ce moment des troupes allemandes à destination du front de l'Est, où l'armée rouge se trouve à 400 km de Berlin et réduit la distance d'heure en heure. Son nom est Donau. Dans les réseaux de la résistance d'Oslo qui suivent ses mouvements depuis 3 ans, ceux qui savent ce qu'il est et ce qu'il a fait l'appellent le navire négrier. Ce que Manus et Nielsen sont venus accomplir ce soir leur prendra environ 90 minutes. Lorsqu'ils auront terminé, 11 mines Limp seront fixées sur le côté bâbord de la coque du Donau, à 50 cm sous la ligne de flottaison, le long d'une section de 60 mètres à l'arrière de la salle des machines. Les mines ne détonneront pas ce soir. Elles exploseront la nuit suivante, alors que le Donau passera devant Drøbak en sortant de l'Oslofjord, et elles enverront 9000 tonnes de cargaison allemande et de renforts de la Wehrmacht par le fond peu profond au large de Son. Ce sera le plus grand acte de sabotage maritime individuel mené par la résistance norvégienne pendant la guerre, exécuté par 2 hommes dans un canot en caoutchouc, et ce sera la 2e fois que Max Manus coulera un navire allemand depuis le dessous d'un quai du port d'Oslo. Pour comprendre comment cela a été possible, il faut comprendre la vie qui avait préparé Max Manus au problème spécifique consistant à placer des explosifs sur la coque d'un navire dans une capitale occupée sans se faire prendre, car la vie qu'il a menée à ce quai n'était pas celle qui produit typiquement des saboteurs. Il est né Maximo Guillermo Manus le 9 décembre 1914 à Bergen, fils d'une mère danoise et d'un père norvégien qui avait passé des années à Cuba et au Mexique et avait donné à son fils un prénom espagnol en souvenir de cette période sud-américaine. La famille a déménagé à Oslo quand Max était jeune. Le mariage n'a pas survécu. Max a grandi au fil d'une série de déménagements et d'écoles, petit pour son âge, agité en classe, attiré par l'activité physique et le plein air, indifférent aux performances académiques que ses professeurs et parfois sa mère tentèrent d'exiger de lui. À 15 ans, il quitte l'école et part en mer. À 17 ans, il travaille dans des plantations à Cuba. À 18 ans, il cherche de l'or dans les jungles brésiliennes et boliviennes. Vivant dans des conditions que la plupart des adolescents européens de l'époque auraient en jugé physiquement insurmontables, apprenant l'ensemble des compétences spécifiques que le contact prolongé avec un terrain hostile produit chez ceux qui y survivent, comment se déplacer silencieusement et comment dormir quand n'importe quel bruit peut être un prédateur.
Comment endurer l'inconfort physique sans les signaux constants que les gens vivant dans le confort utilisent pour communiquer leur malaise aux autres? Il revient chez lui en Norvège en 1939, au milieu de sa vingtaine, parlant couramment l'espagnol, le portugais, l'anglais et maîtrisant le silence des hommes qui ont appris que les mots ne sont pas toujours le meilleur outil face aux problèmes qui se présentent. Ce qu'il trouve à son retour, c'est une Europe qui n'est qu'à 14 mois de la guerre que tout le monde voit se former, mais que la plupart des Norvégiens croient que leur pays évitera grâce à sa géographie, sa neutralité et la chance historique spécifique qui a tenu la Norvège à l'écart de la Première Guerre mondiale. Manus ne partage pas cette confiance. Ainsi, lorsque l'Union soviétique attaque la Finlande le 30 novembre 1939, il se porte volontaire en quelques jours pour la cause finlandaise, se rend en Finlande et combat dans un détachement de volontaires pendant la guerre d'hiver que Simo Häyhä est en train d'écrire dans l'histoire au même moment depuis sa position sur la rivière Kola. Manus ne rencontre pas Häyhä. Ils combattent dans des secteurs différents et des types de guerres différents. Ce que Manus tire de la Finlande est un enseignement spécifique sur ce qu'une guerre industrielle moderne inflige aux petites nations, et la conviction profonde que la Norvège, quand son tour viendra, devra se battre par des moyens dont la Finlande a déjà démontré la faisabilité. Son tour vient le 9 avril 1940. Manus était revenu de Finlande à Oslo quelques jours seulement avant l'invasion allemande, et lorsque la Wehrmacht apparaît dans les eaux norvégiennes, l'espace aérien norvégien et les villes norvégiennes ce matin-là, il est l'un des rares Norvégiens de la capitale à posséder une expérience de combat récente et à comprendre, d'après ce qu'il a observé en Finlande, que ce qui se passe n'est pas un désaccord diplomatique ou une occupation temporaire, mais le début de quelque chose qui nécessitera des années de résistance organisée. Il combat lors de la brève campagne norvégienne d'avril et mai 1940, dans la retraite confuse vers le nord, qui s'achève par la fuite du gouvernement norvégien vers la Grande-Bretagne et la consolidation du contrôle allemand sur les infrastructures du pays. Lorsque les combats en Norvège cessent, il retourne à Oslo et commence à accomplir, sans autorisation spécifique de quiconque, le travail qui deviendra la résistance norvégienne. Le travail à ce stade est improvisé. Manus et un petit groupe d'amis commencent à produire et à distribuer des journaux illégaux, la presse clandestine qui constitue la réponse norvégienne immédiate à la censure allemande des journaux légaux. Ils stockent des armes abandonnées dans le chaos du retrait norvégien. Ils entrent en contact avec d'autres petits groupes accomplissant un travail similaire dans d'autres parties de la ville. Le réseau est informel, non formé, politiquement amateur, dans le sens où ses membres apprennent sur le tas, et il commet le genre d'erreurs que commettent les réseaux amateurs. En janvier 1941, la Gestapo identifie Manus comme collaborateur de la presse illégale et vient l'arrêter. Il est couché dans l'appartement de sa mère à leur arrivée. Et ce qui suit est l'événement qui transforme Manus, d'un amateur de la résistance parmi d'autres, en l'individu spécifique dont la résistance aura plus tard besoin. Il saute par une fenêtre du 2e étage alors que les officiers de la Gestapo sont dans le couloir devant sa chambre, traverse le verre et tombe dans la rue gelée en contrebas, se brise les 2 pieds à l'impact et tente encore de fuir sur ses pieds cassés lorsqu'une patrouille allemande le capture. Il est emmené à l'hôpital d'Ullevål pour des soins d'urgence sous garde. La Gestapo a l'intention de l'interroger dès qu'il sera physiquement capable de répondre. Manus n'est pas physiquement capable de s'évader. Il n'est pas non plus disposé à accepter que ce soit sa situation finale. Depuis son lit d'hôpital, pendant plusieurs semaines, et alors que des gardes allemands sont postés devant sa porte et que ses pieds brisés sont encore dans le plâtre, il organise sa propre évasion avec l'aide d'une infirmière faisant partie d'une cellule de résistance dont elle ne lui avait pas parlé auparavant. Par une nuit de février 1941, alors que ses pieds ne peuvent toujours pas supporter son poids, il est exfiltré de l'hôpital dans un chariot de blanchisserie, transporté à travers Oslo par des contacts qu'il n'a jamais rencontrés, et finalement transféré par voie terrestre vers la Suède, puis par un itinéraire détourné vers la Grande-Bretagne. Ce qu'il trouve en Grande-Bretagne est la réponse institutionnelle aux hommes comme lui.
Le Special Operations Executive, établi par Winston Churchill en 1940 avec l'instruction de « mettre le feu à l'Europe », recherche activement des volontaires norvégiens pouvant être formés au sabotage et renvoyés dans leur pays comme agents professionnels plutôt qu'amateurs. Manus correspond exactement au profil recherché. Il possède l'expérience du combat en Finlande. Il a démontré, par son évasion de l'hôpital, un instinct d'improvisation sous pression qui ne peut être enseigné. Il parle norvégien nativement et l'anglais assez bien pour être formé aux méthodes britanniques. Il possède une connaissance spécifique de la géographie d'Oslo, de ses infrastructures, de ses schémas de présence allemande et de collaboration norvégienne qu'aucun officier britannique ne pourrait reproduire à partir de cartes et de photographies aériennes. Il est affecté à la compagnie indépendante norvégienne 1, connue informellement sous le nom de Compagnie Linge d'après son premier commandant Martin Linge, l'unité norvégienne sous administration du SOE britannique qui produira la plupart des opérations majeures de la résistance norvégienne de la guerre. Sa formation dure plus d'1 an. En Écosse, en Angleterre, puis au Canada et aux États-Unis, Manus apprend les métiers techniques d'un saboteur moderne: manipulation d'explosifs, élimination silencieuse, insertion par parachute, communication clandestine et le type spécifique de reconnaissance urbaine qui permet à un agent de se déplacer dans une ville occupée sans attirer l'attention qui fait tuer les agents. Il s'entraîne aux côtés de Joachim Rønneberg, qui dirigera plus tard le raid sur l'eau lourde de Vemork, devenu l'opération Gunnerside. Ensemble, Manus et Rønneberg développent le concept initial d'une nouvelle forme spécifique de sabotage maritime norvégien. Des mines limpets magnétiques avec détonateurs à retardement, posées sur les coques des navires allemands par des agents opérant seuls depuis des canoës ou des canots pneumatiques fixés sous la ligne de flottaison à l'aide de longues perches de fer, réglées pour exploser après que le navire a pris la mer afin que le sabotage ne puisse être tracé à un quai ou une nuit spécifique. L'idée n'est pas immédiatement approuvée. Elle est, selon les termes bureaucratiques des services de renseignement britanniques, spéculative. Elle nécessite un travail de développement technique sur les mines limpet elles-mêmes, eux qui doivent être fiables en eau froide et en présence de coques de navires pouvant être peintes avec des composés anti-salissure interférant avec l'adhérence magnétique. Elle nécessite une infrastructure opérationnelle en Norvège occupée qui n'existe pas encore. Elle nécessite surtout des agents prêts à accepter un profil de risque spécifique qualitativement différent des risques du sabotage terrestre. Si une opération limpet tourne mal, les agents se retrouvent dans un canot pneumatique, dans un port d'une capitale occupée à 2 heures du matin, et il n'y a nulle part où fuir et rien derrière quoi se cacher. Le premier test opérationnel du concept a lieu en avril 1943 lors d'une opération nommée Mardonius. Manus et un second agent de la compagnie Linge, Gregers Gram, sont parachutés à Østmarka, à l'est d'Oslo, le 12 mars 1943, en atterrissant près du lac Uyeren avec des conteneurs d'armes, d'équipements et les mines limpet nouvellement développées. Leur mission est le sabotage de la navigation allemande dans le port d'Oslo. Ils passent 6 semaines en préparation, rétablissant le contact avec les réseaux de résistance basés à Oslo, qui ont été perturbés par les arrestations de la Gestapo en leur absence, formant des volontaires locaux à la manipulation du matériel limpet et effectuant des reconnaissances du port pour identifier des cibles et des approches spécifiques. Le soir du 27 avril 1943, 4 hommes dans 2 canoës partent de la petite île de Bleikøya vers le port d'Oslo dans des conditions tactiquement imparfaites, car la couverture nuageuse se dissipe et la lumière des étoiles rend la surface de l'eau visible, réduisant la marge de dissimulation. Manus et un résistant local nommé Einar Riis rament vers les docks de Grønlia et fixent des mines limpet sur la coque du cargo Tugela. Gram et Halvor Adeland rament vers le navire hambourgeois Ortelsburg et fixent 4 limpet sur sa coque, puis se déplacent vers une seconde cible, le Sarpfoss, pour y placer des mines supplémentaires. Une 4e cible, le Winrich von Kniprod, est abandonnée car une équipe de travail nocturne allemande éclaire le navire
à des niveaux rendant toute approche impossible. Le lendemain matin, 28 avril, les limpets sur l'Ortelsburg détonnent et le navire coule en quelques minutes à son poste d'amarrage. Les mines du Tugela explosent également. Les mines sur le Sarpsfoss ne parviennent pas à exploser pour des raisons que Manus et Gram ne pourront jamais déterminer, et qui pourraient en impliquer des défaillances induites par le froid dans le mécanisme de mise à feu à retardement. L'opération Mardonius est, selon tous les critères de mesure pertinents, un succès. 2 navires allemands ont été détruits à l'intérieur du principal port de la Norvège, occupés par 4 hommes dans 2 canoës, opérant avec du matériel transporté sur leur dos. La réponse allemande est un renforcement complet de la sécurité portuaire à travers la Norvège, l'imposition de patrouilles supplémentaires, l'établissement de nouvelles procédures d'inspection et la conclusion générale parmi les autorités navales allemandes que les saboteurs norvégiens non localisés qui viennent de couler des navires à Oslo pourraient recommencer. Pour Manus, la leçon opérationnelle est plus précise. Le concept Limpet fonctionne. Et il nécessite des agents spécifiques capables de gérer la combinaison d'exigences physiques, de gestion d'équipements en eau froide et de sang-froid psychologique qu'exige l'approche d'un navire. Il nécessite une infrastructure spécifique côté terre, incluant des positions d'observation sûres et des itinéraires d'évasion fiables. Et il nécessite par-dessus tout de la patience, car la cible optimale peut ne pas être disponible n'importe quelle nuit, et le coût d'une opération contre une cible sous-optimale est le même que celui contre une cible optimale. Manus retourne en Norvège en octobre 1943, après une brève période à Stockholm et en Grande-Bretagne, parachuté pour une seconde mission opérationnelle sous le nom de code Opération Bundle. Sa mission cette fois est plus large que le sabotage d'une cible unique. Il s'agit d'établir une base opérationnelle permanente de la compagnie Linge à l'intérieur d'Oslo, de construire les réseaux de maisons sûres, de courriers, de faussaires de documents et de spécialistes techniques qu'une campagne de résistance soutenue exige, et de se préparer pour des cibles spécifiques de haute valeur qui deviendraient disponibles à mesure que la trajectoire de la guerre se précise. Parmi les personnes qu'il recrute ou avec lesquelles il travaille pendant cette période figure Gunnar Sundsteby, le légendaire agent de résistance aux multiples identités qui deviendra l'un des Norvégiens les plus décorés de la guerre, et Roy Nielsen, le jeune membre du Milorg et boxeur amateur d'Oslo, qui deviendra son partenaire lors de l'opération qui s'est achevée à Drøbak. Le réseau autour de Manus, durant l'année 1944, accomplit toute la gamme des tâches qu'exige la résistance urbaine moderne. Destruction d'avions allemands au sol, sabotage de liaisons ferroviaires, liquidation de collaborateurs norvégiens spécifiques et d'informateurs de la Gestapo, dont les activités continues menacent la survie du réseau, fabrication de faux papiers pour les agents circulant entre Oslo et la frontière suédoise, et, parallèlement, poursuite du développement de la capacité de sabotage maritime que Manus avait établie avec Mardonius. La cible spécifique qui émerge de ce développement de capacité fin 1944 est le SS Dono. Les raisons de sa sélection n'ont rien à voir avec les calculs spécifiques de tonnage naval ou de navigation stratégique qui régissent habituellement la sélection des cibles alliées. Le Dono a été choisi en raison de ce qu'il était, et ce qu'il était quelque chose de plus spécifique qu'un simple cargo. L'histoire du Dono dans l'occupation de la Norvège était celle d'un navire dont la fonction avait évolué, dans l'esprit administratif allemand, de la logistique pure à quelque chose combinant la logistique avec l'infrastructure d'un meurtre systématique. Il avait été construit en 1929 en tant que navire de passagers et cargo réfrigéré pour le Norddeutscher Lloyd, opérant sur la ligne Brême-Côte-Pacifique via le canal de Panama tout au long des années 1930. Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, il fut réquisitionné par la Kriegsmarine pour le transport militaire, équipé de canons anti-aériens et de grenades sous-marines, et mis en service pour transporter des troupes, des chevaux et des véhicules entre les ports de la Baltique et les territoires sous contrôle allemand. Après l'invasion allemande de la Norvège en avril 1940, il devint une vision familière dans le port d'Oslo, acheminant les renforts de la Wehrmacht en Norvège et ramenant les troupes d'occupation en Allemagne par rotation. En 1941, il transportait également des fournitures
pour le renforcement militaire allemand en Finlande dans le cadre de la préparation de l'opération Barbarossa. En 1942, il fut spécifiquement chargé par le chef du transport maritime en Norvège, occupé des mouvements qui allaient finalement définir sa réputation. Le 26 novembre 1942, la police norvégienne, opérant sous les ordres de la Gestapo, livra 532 prisonniers juifs au quai 1 du port d'Oslo. Hommes et femmes furent séparés dans différentes cales du Donau. Les conditions dans les cales étaient celles que les SS avaient établies pour la déportation des Juifs à travers l'Europe occupée. Installation sanitaire insuffisante, nourriture insuffisante, chauffage insuffisant, mauvais traitement délibéré de la part des gardes. Le Donau fit voile vers Stettin. De Stettin, les prisonniers furent transférés vers des transports ferroviaires pour le voyage vers Auschwitz. Sur les 532 Juifs déportés de Norvège sur le Donau ce mois de novembre, 9 survécurent à la guerre. Le navire effectua des voyages de déportation ultérieurs. En janvier 1945, il avait transporté hors de Norvège environ 540 des 773 Juifs norvégiens qui allaient être assassinés lors de l'Holocauste, le reste ayant été emmenés vers la mort par d'autres moyens sur d'autres navires. Dans les réseaux de la résistance norvégienne qui suivaient les mouvements de navigation allemands dans le port d'Oslo, le Donau n'était pas classé comme un transport militaire ordinaire. Il était classé comme le vaisseau spécifique ayant physiquement transporté une fraction significative de la population juive de Norvège vers la mort, et il était classé de surcroît comme un transport militaire actuel, déplaçant des troupes de la Wehrmacht vers le front de l'Est, à un moment où ces renforts étaient une contribution directe à la poursuite d'une guerre déjà perdue, mais que les Allemands continuaient de mener, car l'alternative était de reconnaître ce qu'ils avaient fait. Le Donau était, dans la comptabilité morale spécifique des réseaux de résistance lorsqu'ils choisissent leur cible, un navire qui devait être coulé. Le renseignement qui a rendu l'opération possible provenait de sources que Manus a passé des mois à cultiver. La résistance norvégienne avait des contacts à l'intérieur des chantiers navals d'Oslo, notamment des débardeurs, des grutiers, des commis et un individu spécifique nommé Kåre Halvorsen qui travaillait sur le quai où le Donau accostait habituellement. La contribution de Halvorsen à l'opération fut techniquement l'élément le plus important réalisé par quiconque en dehors de Manus et Nielsen. Sous un bâtiment du quai 1, à l'intérieur d'un espace technique qui était censé être scellé, Halvorsen a percé un trou dans le plancher jusqu'au niveau de l'eau et il l'a fait lentement, sur plusieurs semaines, d'une manière qui n'attirerait pas l'attention des Allemands ou de quiconque pourrait le signaler. Le trou se trouvait sous un monte-charge désaffecté. La cage du monte-charge semblait, depuis le quai au-dessus, inactive et scellée. En réalité, la cage avait été modifiée pour servir de point de lancement couvert pour un canot pneumatique avec un accès direct à l'eau sous le quai et avec la structure supérieure du quai fournissant une dissimulation contre les observateurs côté haut ou dans les patrouilleurs allemands traversant le port. Le canot pneumatique, les Minlimpe et l'équipement associé avaient été introduits clandestinement dans l'espace par un agent de la résistance nommé Alf Borgen, en plusieurs fois, au cours de plusieurs semaines, chaque voyage étant assez discret pour être confondu avec l'activité ordinaire d'un travailleur du port. Manus et Nielsen avaient inspecté l'espace et testé le gonflage du canot une nuit, dans plusieurs jours avant l'opération, confirmant que l'approche fonctionnait et que les Limpe pouvaient être armés et déployés depuis cet espace sans générer de signature sonore ou lumineuse attirant l'attention des gardes au-dessus. La nuit précise de l'opération fut déterminée par l'arrivée du Donau à Oslo. Il arriva d'Aarhus au Danemark le 15 janvier 1945, dans le cadre d'une rotation qui déplaçait troupes et fournitures entre les ports danois et Oslo tout au long de ce mois de janvier. Manus prit la décision de l'attaquer quelques heures seulement après son arrivée. L'approche du quai au soir du 15 janvier fut le genre de séquence opérationnelle qui semble routinière avec le recul, mais qui, pendant qu'elle se déroule, est une série de décisions dont la marge d'erreur se mesure en secondes et en petits détails physiques. Manus et Nielsen
vêtus de l'uniforme de combat de l'armée britannique sous des cottes de pêcheurs norvégiens, avec 100 mètres de cordeau détonnant Cortex enroulés autour de la taille sous leurs vêtements extérieurs, se dirigèrent vers le poste de contrôle de sécurité du quai en présentant des papiers, les identifiant comme des dockers ayant des affaires légitimes sur le port. Le garde inspectant leurs papiers était un jeune Allemand posté à ce point de contrôle depuis des semaines et qui avait développé, comme la plupart des gardes occupant des positions statiques de longue durée, des habitudes d'attention approximatives plutôt que minutieuses. La contribution de Nielsen à la première phase de l'opération fut un moment de comédie physique. Il glissa sur la surface glacée, juste devant le poste de contrôle, tomba d'une manière spécifiquement conçue pour être visible et embarrassante, et généra assez de distraction pour que l'inspection des papiers des deux hommes par le garde soit superficielle au point d'être symbolique. Ils passèrent le poste de contrôle. Ils pénétrèrent dans le bâtiment contenant la cage du monte-charge désaffecté. Ils descendirent par le trou dans le plancher que Halvorsen avait percé et recouvert d'une planche. Dans l'espace sous le quai, ils gonflèrent le canot pneumatique, chargèrent les 11 mines limpets, préparèrent leurs 2 pistolets mitrailleurs Sten au cas où l'opération tournerait mal et attendirent que la dernière activité allemande sur le quai au-dessus d'eux se stabilise dans sa routine nocturne. Le retard au départ fut significatif. Un patrouilleur allemand apparut dans la voie navigable près du quai et commença un balayage lent de la zone, utilisant des projecteurs et la procédure spécifique consistant à sonder le dessous des quais avec des perches pour vérifier toute activité non autorisée. Manus et Nielsen restèrent allongés à plat dans le canot pendant environ 40 minutes, sans respirer de manière audible, sans bouger, tandis que le patrouilleur inspectait la zone autour du quai, avant de s'éloigner. C'était le genre d'endurance qui ne peut être enseignée à l'avance. Elle ne peut être accomplie que par des agents ayant accepté, avant le début de l'opération, que ce type d'attente spécifique puisse être requis. Une fois le patrouilleur parti, ils s'élancèrent dans l'eau sous le quai. L'approche du Dono fut difficile, car l'eau était encombrée de plaques de glace flottantes et le canot dut être poussé à travers la glace à l'aide de rames et d'une hache que Manus utilisait pour briser les plaques bloquant leur chemin. La distance jusqu'au navire était d'environ 30 mètres d'eau. Le trajet prit près d'une demi-heure. Lorsqu'ils atteignirent la coque du Dono, ils se trouvaient dans la position spécifique qu'exigent les opérations limpets, directement le long d'un navire allemand, dans l'eau, dans un canot gonflable avec de l'explosif plastique devant être fixé à la coque selon un schéma précis, le long d'une section donnée, sous la ligne de flottaison, avec des aimants s'enclenchant proprement et des détonateurs réglés pour permettre au navire de quitter le port d'Oslo avant l'explosion. Travaillant avec des perches en fer d'environ 2 mètres de long, Manus et Nielsen fixèrent les limpets une par une le long d'une section de 60 mètres du côté bâbord du Dono, positionnant chaque mine à environ 50 cm sous la ligne de flottaison, espacée à des intervalles garantissant que la détonation produise des zones de dommages se chevauchant plutôt que des trous isolés que des équipes de réparation pourraient colmater. La technique de la perche exigeait une coordination musculaire spécifique dans le froid. L'opérateur devait se pencher hors du canot assez loin pour atteindre la coque du navire, étendre la perche munie d'une limpet à son extrémité, placer la limpet contre la coque selon une orientation précise, relâcher le loquet magnétique et retirer la perche sans perturber la fixation de la mine. Chaque limpet prenait plusieurs minutes. Le froid ralentissait tout. Après environ 90 minutes, 10 des 11 limpets étaient en place sur le Dono. À ce moment-là, Manus observa qu'un autre navire allemand, le Roland Sec, était arrivé de l'autre côté du quai et s'amarrait pour le chargement. Il prit la décision, avec l'accord de Nielsen, d'utiliser la limpet de réserve plutôt que de la rapporter. Ils ramèrent jusqu'au Roland Sec et placèrent la 11e mine sur sa coque. Puis ils retournèrent au quai, dans l'espace sous la cage du monte-charge, remontèrent par le trou, reprirent leur couverture de docker et repassèrent devant le poste de contrôle où Nielsen était tombé quelques heures plus tôt. Ils quittèrent le port d'Oslo avant l'aube. Ils avaient fait leur travail. Le Dono devait appareiller le matin du 16 janvier.
Le départ fut retardé pour des raisons que ni Manus ni Nielsen ne pouvaient connaître à l'avance, le genre de retard de routine que les navires en opération de guerre connaissaient constamment. Et le délai fut assez long pour que les limpets explosent alors que le Donau se trouvait encore dans l'Oslofjord plutôt que dans le Skagerrak, ouvert comme Manus l'avait calculé. Les explosions se produisirent vers 23 heures le soir du 16 janvier, alors que le Donau passait devant la ville de Drøbak, dans le même détroit étroit où le croiseur lourd allemand Blücher avait été coulé en avril 1940 par les torpilles-parpilles de la forteresse d'Oscarsborg lors de l'invasion de la Norvège. La symétrie du lieu n'était pas un plan de Manus, c'était l'une de ces coïncidences que la guerre produit occasionnellement. Le capitaine du Donau, Hobeck réagissant rapidement aux multiples explosions sous-marines le long de son flanc bâbord, tenta d'échouer le navire en eau peu profonde pour l'empêcher de couler là où les opérations de sauvetage seraient impossibles. Il y parvint partiellement. Le Donau s'échoua dans des eaux relativement peu profondes près de Son, la proue plantée dans le fond marin et la poupe inondée. Au cours de la nuit, il glissa de son échouement initial vers des eaux plus profondes et se posa sur le fond, ses ponts et sa superstructure restant visibles au-dessus de la surface. Environ 400 soldats allemands périrent dans le naufrage, ainsi que des quantités substantielles de chevaux, de véhicules, de munitions et de fournitures destinées au front de l'Est. De Dahai à le chiffre exact des victimes est contesté dans les sources allemandes et norvégiennes, car la Wehrmacht, pour des raisons évidentes, ne voulait pas qu'un décompte précis soit publié, et parce que le chaos de la nuit impliqua un grand nombre d'hommes ayant sauté par-dessus bord dans le fjord gelé, et dont le sort ultérieur, sauvés, noyés ou morts de froid sur la rive, ne fut pas intégralement enregistré. Ce qui est certain, c'est que le Donau fut détruit en tant que navire fonctionnel pour le reste de la guerre, que les renforts de la Wehrmacht qu'il transportait n'atteignirent pas leur destination sur le front de l'Est, et que la chaîne logistique de l'occupation allemande en Norvège fut perturbée à un moment où le commandement allemand n'avait que très peu de capacité pour compenser de telles perturbations. La Limpet placée sur le Rolandseck explosa également, plusieurs heures plus tard, alors que le navire était encore amarré au quai à Oslo. Les Allemands, conscients désormais qu'il s'agissait d'un acte de sabotage et non d'un accident, réagirent rapidement. Ils remorquèrent le Rolandseck loin du quai et fouillèrent sa coque depuis des barques. Ils ne trouvèrent pas d'autres limpets, car Manus n'en avait placé qu'une seule. Lorsque la limpette du Rolandseck explosa, les Allemands étaient assez préparés pour colmater le trou avec une plaque d'acier et un large tapis d'étanchéité, sauvant le navire du naufrage et le plaçant finalement en cale sèche pour réparation. Le Donau ne fut pas sauvé. Il resta dans les eaux peu profondes au large de Son pendant les derniers mois de la guerre en Europe, visible pour les observateurs norvégiens sur la rive et monument spécifique de ce que deux hommes dans un canot pneumatique avaient infligé à un vaisseau qui avait transporté des centaines de juifs norvégiens vers la mort. La réaction de la Gestapo au naufrage du Donau fut intense, globale et, pour les réseaux de résistance que Manus avait mis des années à construire, extrêmement dangereuse. Quelques heures après les explosions, les autorités de sécurité allemandes avaient lancé des ratissages dans les chantiers navals d'Oslo, des arrestations de dockers connus ou soupçonnés d'avoir eu accès aux zones du quai où l'opération avait été préparée, et intensifié la surveillance de l'environnement plus large de la résistance d'Oslo. La cellule opérationnelle interne, composée de Manus, Nielsen, Sundsteby et de quelques autres, resta intacte grâce à une combinaison de discipline opérationnelle, de chance et du savoir-faire spécifique que des mois d'expérience avaient transformé en réflexe. Manus entra dans une clandestinité plus profonde. Il se déplaça entre une série de maisons sûres dans et autour d'Oslo, utilisant des identités préparées à l'avance pour ce type d'environnement post-opérationnel, dormant rarement au même endroit 2 nuits de suite, évitant tout contact avec quiconque dont le profil de sécurité n'était pas déjà établi. La période entre le naufrage du Donau et la reddition allemande, en mai, fut la plus dangereuse de toute sa guerre, car les Allemands savaient désormais
que la cellule de résistance responsable du Donau était sophistiquée, bien équipée et visait spécifiquement des actifs maritimes de haute valeur. La Gestapo consacra des ressources à la recherche de cette cellule à des niveaux jamais atteints auparavant. Roy Nielsen ne survécut pas à cette période. Le 4 avril 1945, 5 semaines avant la reddition allemande, la Gestapo lança une répression coordonnée contre une opération liée nommée Derby. Nielsen, se déplaçant entre des maisons sûres à Oslo ce jour-là, se rendit à une adresse sur Bygdøy, allée qu'il croyait sûre, mais qui avait en fait été identifiée par des informateurs allemands. Il tomba dans une embuscade. Il fut abattu par les forces de sécurité allemandes alors qu'il tentait de s'échapper et mourut sur place. Il avait 28 ans. La guerre en Europe prit fin 35 jours après sa mort. Manus survécut. Il sortit de la clandestinité le jour de la capitulation allemande en mai 1945, puis reprit son nom de naissance et se retrouva dans la position sociale spécifique qu'occupaient les chefs de la résistance victorieux au lendemain des libérations européennes. Célébré, décoré, sollicité par les journalistes et les nouvelles autorités civiles, invité à jouer un rôle public qui n'avait rien à voir avec les compétences spécifiques qu'il avait maintenues en vie pendant 5 ans de guerre clandestine. Il fut chargé, dans les premiers jours de la paix, d'assurer la protection personnelle du prince héritier Olav lors de son retour en Norvège, avec l'ordre permanent de se jeter sur toute grenade qui serait lancée lors d'une apparition publique. Il remplit ensuite la même fonction pour le roi Haakon VII, en exil en Grande-Bretagne depuis juin 1940 et dont le retour en Norvège fut l'événement symbolique confirmant la restauration de la souveraineté norvégienne. Le rôle était cérémoniel dans son apparence publique et entièrement fonctionnel dans son exigence privée. Manus était prêt à mourir au service de la monarchie norvégienne aussi longtemps que le nouvel État norvégien jugerait cette disponibilité nécessaire. Une fois les besoins de protection immédiats satisfaits, il fut libéré du service militaire avec le grade de premier lieutenant, décoré de la croix de guerre norvégienne avec épée, et autorisé à retourner à la vie civile. Il écrivit 2 livres sur ses expériences de guerre, publiés peu après la fin du conflit, dont l'un portait le titre «Det vil helst gå godt», ce qui se traduit approximativement par « ça finit généralement bien », un titre reflétant l'optimisme opérationnel spécifique qui avait été sa signature psychologique tout au long des années clandestines. Il épousa Ida Nicoline Lindebreck en 1947. Ensemble, ils fondèrent une entreprise de fourniture de bureaux qui devint par la suite l'une des entreprises norvégiennes les plus prospères de son secteur. Et Manus passa les décennies suivantes en tant qu'homme d'affaires norvégien, dont l'identité corporative ne portait aucun lien visible avec l'homme qui avait coulé le Donau. Mais la guerre ne le libéra pas de la manière dont les biographies d'après-guerre suggèrent parfois que cela soit possible pour des hommes ayant fait ce qu'il avait fait. Il souffrit de cauchemars pendant des décennies. Il but plus que de raison. Il connut des épisodes de dépression qu'il aborda occasionnellement lors d'entretiens avec une honnêteté norvégienne spécifique, refusant les traitements sentimentaux que la presse proposait parfois. Il ne célébrait pas ce qu'il avait accompli pendant la guerre et ne prétendait pas que cela avait été sans coup. Lorsqu'on lui demandait directement si le naufrage du Donau avait valu la vie de Kåre Halvorsen, de Roy Nielsen et des autres membres du réseau décédés pour cela, il répondait avec le sérieux moral que la question méritait. Le Donau avait transporté des Juifs norvégiens vers la mort. Le Donau avait transporté des renforts de la Wehrmacht vers une guerre d'anéantissement. Le Donau devait être coulé. Les hommes morts, pour rendre cela possible, avaient compris pourquoi ils mouraient. Et la question de savoir si cela en valait la peine était une question à laquelle ils avaient déjà répondu par l'affirmative, par le simple fait de leur participation. C'était son cadre de pensée complet. Cela ne résolvait pas le coût privé. Cela n'éliminait pas les cauchemars. Cela n'empêchait pas l'alcool. Mais c'était le cadre qu'il maintint jusqu'à sa mort. Et c'était le cadre que la résistance norvégienne, dans son ensemble, maintint. Une sorte de clarté morale spécifique sur des cibles particulières
que les lecteurs modernes trouvent parfois inconfortable dans sa franchise, mais que les hommes et les femmes ayant fait le travail n'ont jamais trouvé inconfortable du tout. Le film norvégien Max Manus de 2008, produit par John M. Jacobsen, avec Axel Hennie dans le rôle principal, a ramené l'opération du Dono dans la conscience culturelle norvégienne d'une manière dont la génération de la guerre n'avait pas besoin, mais que les générations nées après la guerre réclamaient. Le film dramatise l'opération avec certaines libertés nécessaires à la narration cinématographique, mais ses faits centraux sont tels que documentés dans les archives historiques. 2 hommes, un canot pneumatique, 11 mines limpées, un navire qui méritait de couler, et le coût humain spécifique pour y parvenir. Manus lui-même ne vécut pas assez longtemps pour voir le film. Il s'était retiré en Espagne avec sa femme dans les années 1980, s'éloignant des hivers norvégiens qui furent autrefois son environnement opérationnel, et mourut en septembre 1996 à l'âge de 81 ans, dans un pays où il n'avait aucune histoire de guerre et aucun besoin d'être reconnu. Son corps fut rapatrié en Norvège pour y être enterré. L'épave du Dono fut renflouée des eaux peu profondes au large de Son en 1952, 7 ans après les explosions, et remorquée jusqu'à Bremerhaven en Allemagne pour y être démantelée. L'acier qui avait transporté des centaines de juifs norvégiens à Auschwitz et des milliers de soldats de la Wehrmacht sur le front de l'Est fut fondu et incorporé dans les produits industriels allemands d'après-guerre du début des années 1950. Son histoire spécifique effacée par le processus de métallurgie, ces atomes désormais distribués à travers d'innombrables objets ultérieurs, aucun d'entre eux n'ayant conscience de ce dont ils avaient autrefois fait partie. L'opération elle-même est entrée dans le canon spécifique du sabotage maritime que les historiens militaires étudient pour comprendre ce qui peut être accompli par un petit nombre d'agents qualifiés contre de grandes cibles, et les conclusions qui ressortent de cette étude sont cohérentes. Le naufrage du Dono n'a nécessité aucune arme plus sophistiquée que 11 mines limpées qu'un agent individuel pouvait transporter dans un sac à dos. Il n'a nécessité aucun véhicule plus complexe qu'un canot pneumatique gonflable. Il n'a nécessité aucun renseignement secret qui ne soit accessible à tout réseau de résistance déterminé possédant de bons contacts locaux. Ce qu'il a exigé était quelque chose de plus difficile à fournir que de l'équipement ou du renseignement. Il a fallu 2 hommes capables de passer devant un poste de contrôle allemand, achés de descendre par un trou dans le plancher d'un quai, d'attendre immobile dans un canot pneumatique pendant qu'une patrouille sondait les pilotis au-dessus d'eux, de ramer dans une eau encombrée de glace jusqu'à la coque d'un navire spécifique, de fixer des explosifs sous la ligne de flottaison avec des perches en fer par un froid glacial et de ressortir par le même poste de contrôle qu'à l'entrée, le tout sans trahir par la voix, le mouvement ou l'expression du visage, la tension spécifique que l'opération leur imposait. La rareté de cette capacité est la raison pour laquelle de petites équipes d'agents correctement formés surpassent systématiquement des forces plus importantes dans des applications spécifiques. Et c'est pourquoi le naufrage du Dono a été étudié par les commandements d'opérations spéciales navales tout au long de la période d'après-guerre comme un exemple spécifique du déséquilibre maximal entre les ressources engagées et les résultats obtenus. 2 hommes ont coulé un navire. Le navire avait transporté des centaines de juifs norvégiens vers la mort. Les hommes avaient fait ce que leur pays exigeait d'eux, et l'un d'eux n'a pas vécu pour voir la paix que leur travail avait aidé à rendre possible. Dans les eaux étroites de l'Oslofjord, où le Donau a sombré, là où le Blücher avait sombré 5 ans avant lui, là où la géographie spécifique du détroit de Drøbak a rendu les approches navales vers Oslo vulnérables à une défense par de petites forces pendant plus de 100 ans, la mer ne rend rien et ne se souvient de rien. Regarde, l'épave a été renflouée. L'acier a été démantelé. Les hommes qui ont placé les limpets et les hommes morts à l'intérieur du Dono lors de l'explosion des limpets sont tous décédés maintenant, le passage du temps ayant accompli ce que leur guerre n'avait pas eu le temps d'achever. Et le fjord lui-même, indifférent à ce qui s'est passé à sa surface, poursuit ses cycles saisonniers de gel et de dégel, de tempête et de calme,
les plaques de glace se formant toujours sur sa surface chaque mois de janvier, comme elles se sont formées cette nuit de janvier, où Max Manus et Roy Nielsen sont descendus dans un canot pneumatique sous un quai et ont commencé leur travail. Le navire négrier n'est plus là. Les hommes qui l'ont coulé ne sont plus là. Ce qui reste est l'architecture morale spécifique de ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Et cette architecture est aussi durable que n'importe quel monument physique et considérablement plus honnête que la plupart d'entre eux. 2 hommes dans un canot ont coulé un navire qui méritait de couler. L'un d'eux a survécu pour raconter l'histoire, l'autre non. Le navire a emporté ses morts, au fond. Les survivants, tant norvégiens qu'allemands, ont porté ce dont ils avaient été témoins pour le reste de leur vie. Et le fjord, qui avait été témoin de tout cela, a tout oublié de la manière spécifique dont l'eau oublie tout, c'est-à-dire complètement et sans préférence, ce qui est peut-être la seule forme de paix que la mer du Nord sache offrir. 2 hommes, 11 mines limpettes, un navire négrier, 90 minutes de travail qui ont nécessité 2 ans de préparation. Ça, dites-le nous dans les commentaires. Si vous aviez été Max Manus, debout devant ce poste de contrôle de la Gestapo, avec 11 limpets cachés sous vos vêtements, auriez-vous franchi la grille ou auriez-vous fait demi-tour? Donnez votre réponse ci-dessous. Abonnez-vous pour le prochain chapitre de l'histoire des hommes qui ont changé les guerres à eux seuls. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime pour que l'algorithme l'envoie à tous les abonnés des chaînes d'histoire qui ne nous ont pas encore trouvés. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la guerre silencieuse de la Norvège. Maintenant, regardez cette prochaine vidéo.